Monsieur Pro. Monsieur Herouet, Donald Trump était avec sa casquette hier à Mar-a-Lago. Oui. Et il était interrogé sur l'Iran. L'Iran me préoccupe. Je vous propose de l'écouter. Donald Trump hier soir. L'Iran me préoccupe quand je vois le genre de tueries qui se produisent là-bas, d'après ce que nous pensons. Nous obtiendrons des chiffres précis sur ce qu'il se passe en ce qui concerne les tueries. Le bilan semble significatif, mais nous n'en sommes pas encore sûrs. Nous agirons en conséquence. Bon, je vais vous faire écouter le deuxième passage de Donald Trump et vous me direz si les États-Unis vont intervenir ou pas, puisqu'on évoque des pendaisons en Iran, et si ces pendaisons existent, Donald Trump pourrait passer de la menace à l'exécution. Je n'ai pas entendu parler des pendaisons. S'ils les pendent, vous allez voir des choses qui, je ne sais pas d'où vous venez ni quel est votre mode de pensée, mais vous serez peut-être très heureux. Qu'entendez-vous par là? Nous agirons de manière très forte s'ils font une chose pareille. Nous agirons de manière très forte. Je vous ai cité, Vincent, je crois, il y a 2 jours, parce que lorsque des événements ont commencé en Iran, et c'était peut-être il y a 18 mois, 24 mois, vous étiez autour de cette table et vous aviez dit c'est un des régimes les plus durs au monde, ne soyez pas naïfs, ça ne tombera pas comme cela. Vous n'imaginiez pas d'ailleurs à l'époque, 18 mois, 24 mois, que ce régime tombe. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce régime peut tomber ? Il y a une grande différence, c'est que sur la scène est apparu Donald Trump que vous venez de montrer. Et ça, ce qui change tout. L'espoir des Iraniens qui sont dans la rue d'une manière assez héroïque, ça se résume à un mot, Trump, hein, évidemment. Et d'ailleurs, il les entretient en cet espoir, puisqu'il a dit hier que la cavalerie allait arriver. Tenez bon, on arrive. Ce matin, il y a l'info du jour, c'est un nommé Erfan Soltani. Erfan Soltani, il a 26 ans. Il a manifesté la semaine dernière. Il a été arrêté comme plus de 10 000. Il y a au moins 10 000 arrestations. Et il va être pendu. Vous voulez qu'on voit le sujet, justement ? On va voir ce sujet de Félix Pérola. C'est un des victimes de cette répression. Mais ça montre à quel point le régime est sauvage. Oui. Parce qu'effectivement, ils sont dans le collimateur des Américains. Oui. Et que cette nuit ou la nuit prochaine, l'enfer peut des tomahawks peuvent atterrir sur les palais à Téhéran, sur les casernes des gardiens, etc. Ben voyons et écoutons pour nos amis d'Europe 1 cet homme dont vous parlez à l'instant, Félix Pérola. Il s'appelle Erfan Soltani, 26 ans. Selon une source proche de sa famille, il doit être pendu ce mercredi. Son tort, avoir manifesté dans la ville de Karaj, près de la capitale, pour dénoncer le régime islamiste de Téhéran. Comme lui, certains manifestants s'exposent à la peine capitale. Une ONG a interpellé la communauté internationale. Les responsables de la République islamique ont qualifié les manifestants d'émeutiers, de mohareb, ennemis de Dieu, de terroristes et d'agitateurs, les associant à Israël et aux États-Unis, des infractions passibles de la peine de mort. L'organisation craint également que le régime organise des procès rapides sans respecter les garanties d'un procès équitable pour les manifestants détenus. Une inquiétude partagée par l'Organisation des Nations Unies. Il est extrêmement préoccupant de voir des déclarations publiques de certains responsables judiciaires évoquant la possibilité de recourir à la peine de mort contre des manifestants à l'issue de procédures judiciaires expéditives. En 2025, le pays a exécuté au moins 1500 condamnés à mort, dénombre l'organisation Iran Human Rights. Vincent Herouet, vous pensez que cette affaire peut avoir des conséquences ? Je veux dire, on ne sait pas quand ça va commencer. S'il y a une action américaine qui paraît probable, on ne sait pas comment elle va commencer, on ne sait surtout pas comment elle peut se terminer. Alors il y a toutes sortes d'hypothèses, de scénarios sur lesquels on peut broder. Moi je pense qu'ils vont taper, évidemment. J'en fais le pari. Je ne crois pas à une conversion subite des gardiens de la Révolution à la démocratie libérale. Mais d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce que veulent les Américains, c'est un grand pays, il ne faudrait pas qu'ils sombrent dans le chaos. Il y a une incidence pétrolière évidente. Donc, on est à la fois dans l'espoir, parce qu'on sent bien que les gens n'en peuvent plus,
que c'est un régime particulièrement sanglant, sanguinaire, que les gens se raccrochent à n'importe quel espoir, à Trump, à Reza Pahlavi, etc. Mais en même temps, on se dit qu'il y a 350 000 gardiens de la Révolution. Il y a des milliers de Bassidji. Il y a une comptabilité qui avait été faite en 2020 et qui estimait que 150 000 Iraniens avaient été pendus, exécutés par le régime. 150 000. Moi, je suis sidéré, je vais vous dire. Ce qui me sidère le plus, c'est de lire dans la presse française ces jours-ci qu'on nous parle de la SAVAK. En disant la SAVAK, le régime du Shah, c'est terrible, la police politique. Mais le régime du Shah, du moins la police du Shah, c'était une petite boucherie de quartier à côté de l'abattoir industriel qui a ensuite été fondé avec la bénédiction de toute la gauche française. Parce que faut voir ce que ça a été 79. 79, c'est le début de l'islamo-gauchisme. C'est la bénédiction de la révolution islamique par l'extrême gauche, par Michel Foucault, Jean-Paul Sartre. Michel Foucault était revenu émerveillé. Libération. Serge Michel Julie. Foucault était revenu émerveillé de Neuf-le-Château. L'islamisme était une nouvelle voie vers le socialisme. Ces gens étaient complètement aveugles. Et aujourd'hui, les mêmes continuent d'ailleurs, quand ils voient l'héritier Pahlavi, ils se moquent, ils le raillent. Il veut jouer la transition, mais ce type ne représente rien. Il y a des manifestants dans la rue qui crient « Pahlavi, Pahlavi, Pahlavi », mais aux yeux de mes confrères, de certains de mes confrères à Paris, ça n'existe pas, c'est dérisoire. Eh bien, on est aveugle devant la révolution qui avait lieu en 79, et on est aveugle devant celle qui a lieu sous nos yeux aujourd'hui. Alors, je vous propose d'écouter Khamenei et vous allez me dire comment il faut interpréter cet avertissement. C'était le 12 janvier, c'est le chef suprême de la Révolution. C'est le guide suprême. Le guide suprême. C'est une monarchie. Monarchie non héréditaire. Mais il y a eu Khomeini, puis il y a lui, Khamenei. Il y en a deux. Écoutez, il n'y en a eu que deux. Ben oui, il n'y en a eu que deux depuis 79. Bon, écoutez Khamenei. C'est un avertissement aux politiciens américains pour qu'ils cessent leurs manœuvres trompeuses et ne s'appuient pas sur des mercenaires perfides. Bon, est-ce que il peut avoir une fuite de ces gens-là? Est-ce qu'il peut avoir une négociation, une organisation? Oui, c'est un scénariste, c'est-à-dire que à la vénézuélienne en quelque sorte, c'est-à-dire que les Iraniens, le régime iranien passe le guide suprême par-dessus bord, comme les Bolivariens ont livré Maduro aux Américains, puisque visiblement il y a eu un deal. On ne sait toujours pas comment effectivement les choses sont passées à Caracas, mais ça ressemble vraiment à ça. Donc une révolution de palais. Je voulais vous faire écouter également Jean-Noël Barrot qui a pris la parole ce matin pour parler de nos deux otages. Parce que nos deux otages, pourquoi ils sont toujours dans cette ambassade d'Iran? Ils sont rue Neuf-le-Château, à l'ambassade, à la résidence de France. Pourquoi ils ne sont pas revenus en France? Parce que c'est un échange d'otages. Oui. C'est-à-dire qu'on a eu l'intelligence, cette fois-ci, de prendre les Iraniens au pied de la lettre, en modèle. Ils nous ont pris des otages qui sont des innocents absolus. Nous, on leur a serré une influenceuse qui faisait sur les réseaux sociaux toutes sortes d'agitations antisémites et pour l'Iran. Et on l'a serré, on lui a demandé des comptes, donc on l'a envoyé devant les juges. Aujourd'hui, hier, avait lieu son procès, aujourd'hui encore. Une fois qu'elle aura été jugée, elle vit à l'ambassade d'Iran à Paris. Et une fois qu'elle aura été jugée, on pourra envisager l'échange. Écoutez ce que disait M. Barrot sur ces deux otages. Ils sont en sécurité à l'ambassade de France. À l'ambassade de France. Est-ce que on peut les rapatrier ou est-ce que c'est pas possible aujourd'hui? Nous œuvrons sans relâche depuis des mois, depuis que la décision de leur sortie de prison a été prise par les autorités iraniennes, pour obtenir leur retour définitif en France. Et nous restons toujours avec le régime. Bien sûr. On peut pas prendre cette décision. On peut pas les exfiltrer. Non, c'est en quelque sorte une procédure iranienne qui doit aller jusqu'à son terme et sur laquelle nos exigences sont constamment répétées aux autorités iraniennes. Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, ce matin. De l'Europe et des Affaires étrangères, oui. Pardon ? De l'Europe et des Affaires étrangères. De l'Europe et des Affaires étrangères, donc qui intervenait et qui donnait donc des informations sur ces deux otages. Alors le général de Villiers était hier soir avec Gauthier Lebret. Écoutez également son analyse sur la situation. Il y a une différence entre les États-puissances et les démocraties européennes qui est fondamentale. C'est que quand ils disent quelque chose, ils le font. Ah oui, bien sûr.
Nous sommes dans la parole. Nous ne sommes pas dans les actes. Nous faisons des réunions, nous faisons des rencontres, nous faisons des conférences de presse. Ah, nous disons beaucoup de choses et nous annonçons beaucoup de choses. Nous réformons la loi, etc. Au bilan, il n'y a pas d'action derrière immédiate. Et cette corrélation, à mon avis, entre la déclaration et l'action qui est mortifère si elle n'a pas lieu. Il va faire ce qu'il vient de dire. Là, il est à la phase de planification. Il a demandé à ses militaires de lui proposer des modes d'action. Et ensuite, il analyse, il va rencontrer directement ou indirectement des responsables iraniens et il va faire son choix entre un mode plus diplomatique, un mode plus militaire ou de la guerre informationnelle. Il va faire son choix. Simplement, il va le faire. Bon, je lis le tweet de Julien Drey. Je suppose qu'il doit y avoir une panne d'écriture car aucune des belles âmes artistiques ne trouve le temps de venir alerter ou soutenir le peuple iranien. Vous avez perdu tout crédit et tout honneur. Je trouve qu'il résume, Éric Nolot. Aujourd'hui, la France, le débat intellectuel, culturel, politique en France, je ne sais pas s'il a été comme cela, aussi clivé que cela. Peut-être d'ailleurs dans d'autres temps, c'est possible que j'imagine qu'il y a 50 ans, 60, pas 50 ans d'ailleurs, il y a 80 ans, les frontières étaient également très, très marquées. Mais c'est invraisemblable. C'est-à-dire que vous n'avez pas un étudiant ou une fac qui vient manifester pour soutenir la révolution iranienne. Vous n'avez effectivement aucun artiste, aucun romancier, etc. Kairon. Il y a Kairon qui est un acteur connu. J'entends bien, mais c'est sidérant. Le débat tel qu'il est organisé en France aujourd'hui est sidérant. Mais pour quelle raison? Parce que ce qu'on appelait la gauche a été remplacé par l'extrême gauche. Et donc... Et les filles et les autres sont absolument sur la ligne de Foucault en 79. Ils n'ont pas changé. Sauf qu'à l'époque, il y avait deux gauches. Il y avait une gauche qui était... des gens comme Olivier Faure, des gens comme... Ils sont prisonniers de... Des gens même... Ils sont prisonniers de LFI. Ils sont prisonniers de LFI. Oui, ça, je peux vous dire qu'ils sont prisonniers de LFI. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ça, je vous le confirme. C'est un régime islamiste. Dans islamiste, il y a islam, donc pas touche. Parce que si vous, même si vous dénoncez des exactions, des choses horribles, vous avez l'impression que vous serez classé islamophobe. Et ils ne veulent absolument pas être taxés. Et vous ne croyez pas si bien dire que Manon Aubry était invitée sur une radio ces dernières heures. Elle parle de la théocratie iranienne et quand on lui dit mais pourquoi vous ne parlez pas du régime islamiste, elle dit je ne veux pas jeter l'amalgame sur l'ensemble des musulmans dans le monde. Non, mais d'eux-mêmes ils établissent un lien, un rapport. Bon, Georges Fenech. Rebondir sur ce que vient de dire le général Pierre de Villiers. Ces superpuissances, elles agissent. Nous, on blablate, on n'agit pas. La différence, c'est qu'un Donald Trump, il ne s'embarrasse pas du droit international. Il ne va pas non plus demander l'avis du Congrès. Il présente son affaire comme une affaire de justice et de police et il va interpeller un chef d'État. De même quand il bombarde l'Iran. Tandis que nous, on est très respectueux d'un État de droit international qui, de mon point de vue, d'ailleurs, n'existe même plus. Et donc, c'est toute la différence entre eux et nous. Voilà. Je salue Florian Bachelier qui nous écoute du côté de Rennes, l'ancien questeur, et qui me dit la maire de Rennes a oublié d'en parler aux cérémonies de vœux. Ah, effectivement, oui, la maire de Rennes, la maire de Nantes... Les élections qui arrivent, mon cher. Mais oui, mais vous savez, c'est... Enfin, les féministes n'ont jamais été du côté des Iraniennes. Ces élections, ça va être intéressant de les suivre, mais vous savez, à Rennes et à Nantes, ça fait plusieurs fois que je le dis. Il y aura une alliance avec la France insoumise, au bout du compte, dans les deux villes. Évidemment. Il y aura alliance avec... Mais comme François Hollande. François Hollande a dit qu'il votait Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que quand on lui demande au deuxième tour 2027 entre Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national, je vote Jean-Luc Mélenchon. Ça va plus loin que ça. François Hollande dit Jean-Luc Mélenchon tient des propos inqualifiables, néanmoins je voterai quand même. Bien sûr, voilà. Ils voteront comme un seul homme. Bon, on termine sur ce sujet de l'Iran, il n'y a pas grand-chose à redire. Non, mais j'insiste sur la responsabilité française. D'un mot, je suis quand même la responsabilité française. Khomeini, il est rentré en Iran dans un avion d'Air France qui avait été affrété par Valéry Giscard d'Estaing, gratis, avec sa cour. On a une responsabilité particulière. La droite française, comme la gauche, ont aidé au déclenchement de cette révolution 1979. Islamique qui est un tremblement de terre. Un mot, je vous presse un peu, parce qu'un mot de Trump sur le Groenland. Écoutez ce qu'il a dit hier sur le Groenland, où il a dit qu'il ne connaissait pas le Premier ministre du Danemark. Le Premier ministre du Groenland a déclaré aujourd'hui « Nous préférons rester avec le Danemark ». Qui a dit cela? Le Premier ministre du Groenland. Eh bien, c'est leur problème.
C'est leur problème. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne sais pas qui il est. Je ne sais rien de lui. Mais ça va être un gros problème pour lui. Bon, ça va être un gros problème pour lui. Vous voulez écouter ce qu'il disait le 11 janvier, toujours Donald Trump, cette fois sur le Groenland, c'était dans son avion. Si nous ne prenons pas le Groenland, la Russie ou la Chine le fera. Et je ne laisserai pas cela arriver. Nous parlons d'acquérir, pas de louer, pas d'avoir à court terme. Nous parlons d'acquisition. Je pourrais envoyer beaucoup de soldats là-bas dès maintenant si je le voulais, mais il faut plus que cela. Il faut en être propriétaire. Il faut vraiment en avoir le titre, comme on dit en immobilier. Bon, et maintenant le Groenland. Bah, c'est glaçant. C'est le cas de le dire. Non mais... C'est un peu pour ça qu'il l'avait dit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Attendez, vous voulez que je vous fasse une pirouette sur la glace? Je veux rien vous dire. Oui, Donald Trump fait des déclarations qui sont formidables. Il ne connaît pas le Premier ministre du Groenland. Vous non plus, moi non plus, je dois l'avouer. Oui, mais c'est vraiment 55 000 habitants, c'est un problème d'État, c'est un problème avec le Danemark. Le Groenland. Et il y a un sablier qui se vide. On est dans une... Il avait dit 20 jours avant de prendre une décision. On en est à 14.